merci d'abord pour la présentation à ce webinaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je commencerai par quelques lieux communs, mais néanmoins qui me semblent quand même utile de rappeler, c'est que l'e-commerce, ça a pris, le commerce digital, le commerce en ligne a pris des ampleurs énormes ces dernières années, et encore plus, ça s'est accéléré, si je peux dire, avec la pandémie. Ceci dit, la Commission européenne avait déjà anticipé l'importance de l'e-commerce dans l'économie d'aujourd'hui et les recettes fiscales qu'elles peuvent procurer et qui y échappaient pour une grande partie. Il faut bien savoir que c'est un petit peu ça l'objectif de ces nouvelles règles, c'est d'assurer que les recettes fiscales soient perçues, notamment dans un objectif, bien entendu, de percevoir les recettes fiscales là elles sont dues, mais aussi dans un objectif de concurrence loyale entre des secteurs qui offrent les mêmes biens sans passer par le commerce en ligne. Là, il y avait une discordance, un traitement de fait, pas de droit, qui était différencié entre les e-commerçants et les commerçants, et à laquelle a remédié ces nouvelles règles dont on va parler dans quelques instants. Alors, ce sont des milliards en fait d'euros qui passaient à travers les mailles du filet de l'Union européenne à cause d'un système qui était inadapté, beaucoup trop compliqué à mettre en œuvre, surtout pour les non-résidents, lorsque vous vendez dans un pays, parce que c'est le problème de l'e-commerce. L'e-commerce, lui, par définition, ne s'occupe pas des frontières. Et les règles telles qu'elles existent aujourd'hui, pour ceux qui ont essayé de s'y confronter, sont particulièrement difficiles à mettre en œuvre. Et donc, certains, de bonne foi, abandonnent, si je puis dire, et se simplifient la vie, ou d'autres, c'est souvent ce qui se passait avec des non-européens, c'est que, tout simplement, on ne paye pas la TVA, soyons tout à fait honnêtes à ce sujet. Alors, hop là. Alors, avant d'aborder les règles proprement dites, il me semble utile dans un premier temps de faire quand même des distinguos sur ce qu'on entend par commerce électronique, parce que ça peut viser plusieurs choses. En fait, d'un point de vue, je dirais, fiscal ou TVA, mais peut-être même économique, je pense que cette distinction-là ont un sens. Il faut distinguer en fait trois grands secteurs dans le commerce en ligne. Le commerce en ligne, il y a d'abord le commerce en ligne qui étant l'achat de biens sur Internet. Ça, tout le monde connaît. C'est Amazon, c'est AliExpress, etc. Ou avoir son propre web store. Ça, c'est un des pans de l'e-commerce. Donc, ça, c'est les ventes de marchandises sur Internet, où l'Internet, si vous voulez, est un moyen de communication entre un acheteur et un vendeur. Okay. Ça, c'est un type de commerce électronique. Le deuxième type de commerce électronique, qui est celui qui est apparu, je dirais, plus tôt et qui était, en tout cas, qui était à la source de la notion même de commerce électronique, c'est les services en ligne. Là, c'est vraiment les prestations qui sont, on appelle les prestations d'ailleurs électroniques ou digitales, où là, effectivement, la prestation en question ne délivre pas de corpus. Vous téléchargez un software, vous téléchargez des fichiers payants, et bien ça aussi, bien entendu, c'est le commerce électronique. Et ça, des règles existaient déjà depuis un certain nombre d'années sur les prestations de services électroniques qui facilitaient. Vous avez dû parler du MOS, on en parlera tout à l'heure. Ça s'appelle MOS, ça s'appelle OS, parce que MOS c'est mini, ça concerne les services, mais on l'appelle OS, parce que ça concerne à la fois les services et les biens. Et la dernière catégorie de prestations est celle dans laquelle, encore une fois, la prestation n'est pas digitale en soi, mais l'Internet sert de moyen de communication. Pensez par exemple, voilà, Uber ou Airbnb, Internet sert à communiquer, mais c'est toujours un service de taxi, c'est Uber. Enfin, je ne rentre pas dans les détails juridiques si c'est un service de taxi ou pas, vous comprenez ce que je veux dire. C'est un service qui est matériel encore, ou bien par exemple Airbnb ou Booking, où là, en fait, bien entendu, la prestation d'hébergement, prestation de mise à disposition d'un bien, c'est une prestation qui est matérielle, bien entendu. L'Internet ne sert que de mettre ensemble deux opérateurs, un vendeur ou un prestataire et un client de part et d'autre. Et donc, ces trois secteurs obéissent d'un point de vue TVA à des règles différentes. Et aujourd'hui, on va parler en fait de ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, c'est le premier, qui est celui de la vente de marchandises sur Internet, où là, vraiment, il y a des nouveautés, des règles nouvelles, un ensemble, un dispositif assez complexe, d'ailleurs, qui va rentrer en vigueur au 1er juillet. C'était censé rentrer en vigueur, d'ailleurs, pour la petite histoire au 1er janvier,
Et suite à la pandémie, la Commission a reporté. Le Conseil, c'est pas la Commission propose, le Conseil dispose. Le Conseil a accepté de reporter de 6 mois l'entrée en vigueur de ce nouveau paquet, si je peux l'appeler comme ça. Et c'est spécifiquement là-dessus que nous allons nous concentrer ce matin. Voilà. Alors, que va-t-il se passer en 2021, spécifiquement au 1er juillet? Pour ceux qui ont l'habitude, depuis plusieurs années, de vendre des biens sur Internet, vous étiez soumis aux règles propres qu'on appelle les règles de vente à distance. En fait, qu'est-ce qu'il y avait pour conséquence? C'est que vous deviez payer la TVA dans le pays où votre client se situe et où les biens sont envoyés, dès que vous dépassez un seuil. Et en plus, vous deviez, du coup, vous identifier dans tous les pays de l'Union européenne dans lesquels vous vendiez des biens à vos différents clients. Eh bien, pour remédier à ce problème administratif, qui était excessivement lourd, on a mis en place un système de déclaration unique qu'on appelle le HOS, j'y reviendrai tout à l'heure, et ça, c'est spécifiquement pour le commerce intracommunautaire. Donc, vous, opérateurs belges, avec des clients dans d'autres pays de l'Union européenne. Le problème, c'est que le commerce électronique, comme je disais tout à l'heure, lui, il est sans frontières. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter un bien qui provient de Chine ou d'ailleurs et le recevoir quelques jours après. Et donc, il a fallu tenir compte également de ce commerce de vente en ligne à distance de biens corporels, mais alors que les biens proviennent d'un État tiers à l'Union européenne et sont envoyés directement chez le client, ce que certains appellent le dropshipping ou le dropshipment, mais je n'utilise pas trop ce terme-là parce que chacun, parfois, il voit une signification différente. Quand je parle de dropshipment, dans le principe, moi, c'est lorsque les biens proviennent d'un pays tiers à l'Union européenne, sont envoyés directement chez le client. Moi, j'utilise ce mot-là dans ce cas-là, mais d'autres vont l'utiliser dans d'autres situations. Donc, je ne vais pas toujours l'utiliser pour éviter éventuellement des confusions. Et bien, pour ces situations-là aussi, pour ces opérateurs non européens qui vendent des biens sur le marché européen, eh bien, on a mis en place également un système de déclaration unique qu'on appelle le IOS. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que ces opérateurs européens, les administrations fiscales ont peu de prise, et donc ils vendent et souvent. Qu'est-ce qui se passe? Ils tirent profit de la, vous avez entendu parler de la franchise de 22 €, où les envois de moins de 22 € ne sont pas sont exonérés, et donc tout le monde met, tout le monde, c'est bien connu, tout le monde quand on achète quelque chose, c'est toujours 22 €. Comme bizarre, hein, quand on achète et que ça vient de nos pays tiers à l'Union européenne. C'est ça que je veux dire. Et donc, encore une fois, c'était une manne de recettes fiscales qui échappait, et en plus, cette fois-ci, c'était une distorsion de concurrence entre des vendeurs non européens et des vendeurs européens sur un marché européen. Donc ça a heurté évidemment depuis un certain temps les administrations des États membres qui voulaient s'assurer, si je puis dire, de placer l'ensemble des acteurs du e-commerce sur un pied d'égalité, qu'ils soient européens, qu'ils soient non européens. Et donc, on a introduit le système du IOS. Je vais y revenir tout à l'heure, ce que ça veut dire et quelles opérations ça prend. Alors, à côté de ça aussi, il faut bien avoir en tête qu'on a voulu quand même si, puisque ces règles ont une certaine complexité, même sont moins lourdes dans leur mise en œuvre que je dirais avant, mais avant, c'est encore aujourd'hui, en tout cas jusqu'au 30 juin, c'est le seuil. Vous savez qu'aujourd'hui, on appelle le seuil, aujourd'hui, depuis 2019, ça a changé, en fait, le seuil des ventes à distance était relativement élevé, on parlait de 35 000 € ou plus dans les États membres. Aujourd'hui, on a mis en place un seuil de 10 000 €. Ça veut dire que pour les micro-entreprises qui ne dépassent pas un chiffre d'affaires de commerce en ligne, aussi bien de biens que des prestations électroniques de 10 000 € par an dans toute l'Union, eh bien ceux-là peuvent encore appliquer le régime de la TVA du pays où ils sont établis ou du lieu de départ des biens. Mais vous aurez pensé 10 000 €, c'est très vite dépassé. Donc, c'est vraiment pour les micro-entreprises qu'on a prévu ce seuil de 10 000 €. Une fois dépassé ce seuil, alors là, on est en plein dedans dans les nouvelles règles qui entreront donc en application au 1er juillet 2021. Philippe, dans le régime que nous avions, j'ai une question ici sur le régime que nous avions en vigueur, jusqu'au 30 juin, il y avait un seuil de franchise par pays dans l'Union européenne. Pardon? Oui, tout à fait. Ce seuil va disparaître, en fait. Et donc, ce sera les 10 000 €, c'est pour tout le commerce intracommunautaire et pas à destination de la France, par exemple. C'est dès que la somme des ventes sur l'Allemagne, la France dépasse 10 000 €, il y a une obligation de facturer avec la TVA des pays considérés, c'est ça? C'est ça, effectivement, le gros changement. Des gros changements et de
de paradigme, c'est que le seuil ne se calcule pays par pays, mais globalement. Ah, ok. Donc, pour savoir, c'est pas, je suis en dessous de 10 000 en France, je suis en dessous de 10 000 en Allemagne, je suis en dessous de 10 000 en Italie, je suis bon. Non, on va voir combien en Allemagne, combien en Italie, combien en France. C'est au-dessus de 10 000, clac, nouveau régime. Ok, Parfait. Vous devez appliquer la nouvelle règle. Donc, ça, c'est effectivement, c'était le piège dans lequel certains pensent qu'ils pouvaient échapper. Mais non, c'est un 10 000 € global. Ça, la commission a une clarté là-dessus, c'était prévu toujours comme ça. Donc, vraiment, l'idée, c'est de mettre tout le monde, dès lors qu'on prévoit un système simplifié, la commission a estimé que à partir de 10 000 €, on était en mesure de se conformer à cette nouvelle règle. Ce n'était pas aussi lourd que ça, il n'y avait pas à prendre des numéros de TVA partout dans l'Union européenne. Donc, c'est pour ça que le seuil était abaissé à un si petit plancher, si je puis dire. Ok, merci. Ça va? Alors, dans la mise en œuvre de ces nouvelles règles, il y a un certain nombre de distinctions à faire. Et une des premières distinctions à faire qui est fondamentale, c'est distinguer une vente à distance intracommunautaire d'une vente à distance de biens importés, qui est une nouvelle notion. La vente à distance, c'est quoi déjà? La vente à distance, c'est moi, opérateur belge, je vends des biens à un client via Internet dans un autre État membre et je me charge du transport jusqu'à ce client. Je me charge, moi, soit parce que je dispose de mes propres transporteurs, ou bien je fais appel à un transporteur, bien entendu. Okay. Ça, c'est une vente à distance. Et bien maintenant, on devra distinguer une vente à distance intracommunautaire, ça veut dire que le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés dans l'Union européenne. On parle donc de biens qui sont communautaires, qui sont, comme on dit, en libre pratique, à distinguer de la situation dans laquelle le lieu de départ est un pays hors de l'Union européenne et le lieu d'arrivée est dans un pays de l'Union européenne. On parlera à ce moment-là de vente à distance de biens importés. Et donc, dans un premier cas, vente à distance intracommunautaire, dans un deuxième cas, vente à distance importée, nous aurons deux régimes différents, en tout cas deux modes de paiement et de reporting différents. Il y aura le HOS dont j'ai parlé tout à l'heure, je dirais pour le régime intracommunautaire, et le IOS pour le régime de biens importés, donc international au sens large du terme. Alors, un élément aussi important et qui a parfois été, je pense, passé un peu par la trappe parce que c'est quelque chose qui était, encore une fois, une nouveauté qui est destinée à assurer, ça c'est plutôt destiné à assurer le paiement des recettes, c'est que lorsque les biens sont vendus à travers une plateforme électronique, tout le monde pense à Amazon ou AliExpress, il y en a peut-être d'autres, eh bien, ont été mis en place un système de présomption par lequel, et on verra dans quel cas ça s'applique, lorsque je vends, moi, comme opérateur e-commerce, des biens à travers Amazon, AliExpress, un client, eh bien, Amazon est réputé m'acheter les biens, moi, et réputé les vendre aux clients. Et ça, c'est pour assurer. Pourquoi? Ben, c'est plus facile, évidemment, d'aller chercher le paiement, de chercher les recettes TVA chez un opérateur, à savoir la plateforme ou l'interface électronique, qui est responsable du paiement de la TVA. C'est ça, en fait, l'objectif, c'est d'assurer que le paiement de TVA soit centralisé sur un opérateur, l'interface. OK? Et cette présomption est irréfragable. Donc, c'est la loi, c'est la directive qui prévoit, vous n'avez pas le choix. Donc, évidemment, vous pouvez dire, oui, mais ce sont mes clients. Oui, ce sont mes clients, mais néanmoins, vous n'allez pas pouvoir leur facturer. C'est à la plateforme qui recevra votre facture et c'est la plateforme qui adressera, si elle est tenue ou si elle a envie, d'adresser la facture au client final. Donc, ça, c'est une mesure qui a été mise en place par la directive pour s'assurer le paiement de la TVA. Alors, cependant, ça ne s'applique pas dans tous les cas. D'abord, il faut déterminer lorsque l'interface participe, intervient, facilite, je vais y revenir, et puis il s'applique dans certaines situations. On a parlé tout à l'heure de vente à distance intracommunautaire, de vente à distance importée. Eh bien, on trouve cette distinction. Lorsqu'on parle de vente à distance de biens communautaires, eh bien, dans ce cas-là, l'interface est réputée acheteur-revendeur si le vendeur lui-même n'est pas établi dans l'Union européenne. Donc, ça ne va pas concerner les Belges. Par contre, si vous êtes un opérateur belge et que vous vendez des biens en dropshipping, excusez-moi de reprendre l'expression, mais donc des biens qui sont envoyés directement de Chine vers un client en Allemagne, en Belgique, en France, etc., et que ce bien a été acheté au travers d'une plateforme, mais dans ce cas-là, la plateforme est réputée vous avoir acheté, vous, les biens en tant que vendeur sur Internet. Et c'est eux qui
sont réputés de vendre aux clients. Donc, vous n'avez pas un accès direct à votre client. Donc, sachez-le bien, ça, lorsque vous vendez des biens en dropshipping et que ces biens sont vendus à travers Amazon, AliExpress ou une autre plateforme, attention, vous n'avez pas de relation directe avec votre client, vous ne pouvez pas. Légalement, c'est impossible. Vous devez avoir soit votre propre web store, ce qui est possible, ou alors, dans ce cas-là, accepter le principe. Alors, j'ajoute que cette règle ne joue pour que les biens un maximum de valeur de 150 €. Parce que c'est, grosso modo, je pense, allez, 85-90% des biens qui sont vendus sur Internet tournent autour de cette valeur-là. Je me trompe dans les proportions, hein. Mais en tout cas, quand ça vient en dehors de l'Union européenne, je pense qu'ils ont fait, se rendent compte, grosso modo, dans la grande majorité des biens qui proviennent, mais on va peur des mots, de Chine, rarement dépassent 150 €. Okay. Alors, donc, comme je l'ai indiqué, lorsque cette présomption s'applique, on n'a pas le choix, elle est irréfragable, comme on dit juridiquement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la renverser. Et bien dans ce cas-là, donc, il y a deux opérations découpées en une. Si vous voulez, économiquement, vous avez une vente sur Internet à votre client, mais en fait, d'un point de vue fiscal, nous avons un découpage en deux opérations. Une vente du vendeur à Amazon, à l'interface, etc., ou à l'Express, et puis une vente de celui-ci vers le client final. Et donc, la première opération, elle, devient une vente normale. Ce n'est pas une vente à distance, puisque le client, c'est entre deux opérateurs économiques, une vente. Et par contre, l'interface électronique, par contre, effectue bien une vente à distance entre lui et son client. Et donc, c'est lui qui devra appliquer, l'interface qui devra appliquer une nouvelle règle pour vente à distance qu'on va voir tout à l'heure. Donc, conséquence, vous ne pouvez plus facturer, vous ne pourrez pas facturer aux clients finaux en ligne. Et c'est une facture, bien entendu, à la plateforme. Ça, puisqu'on est dans un contexte B2B, dans ce cas-là, il n'y a pas de dispense de facturation comme il existe. On verra tout à l'heure pour les ventes à distance, en particulier les clients non assujettis. Ça va? Alors, évidemment, la question, non, mais ok, mais quand est-ce que cette présomption joue? Quand est-ce que je peux considérer que l'interface, en fait, est censée acheter et vendre? Eh bien, en fait, toute la question est de savoir quelles sont la manière dont les biens sont commercialisés et quel est le pouvoir dont dispose l'interface électronique dans le processus de commercialisation de vos biens et services. Alors, évidemment, là, on a essayé de tourner sa plume au niveau de la Commission européenne pour essayer d'identifier, sans non plus, à ce jour, la difficulté de pouvoir viser par des mots ce qu'on veut exactement, sans élargir excessivement, hein, et sans non plus rétrécir en matière telle que c'est facile d'y échapper. Et donc, l'idée, c'est de dire que l'interface est réputée acheteur-vendeur lorsqu'elle intervient dans les processus, notamment qui fixent à déterminer les conditions générales, c'est elle qui encaisse le paiement. En d'autres termes, c'est elle qui, si je puis dire, du début à la fin, à son moins deux à toutes les étapes. C'est elle qui détermine à quel moment on peut mettre en ligne ou vendre, c'est elle qui détermine les conditions générales, c'est elle qui fixe les délais de paiement, etc. Et c'est elle qui fixe même les délais de livraison, souvent c'est elle. Et donc, puisque c'est elle qui gère votre stock en général. Et donc, dans ces cas-là, on va estimer que l'interface joue un rôle suffisamment important que pour qu'il soit réputé acheter et vendre des biens et services. Et donc, quand vous regardez dans le texte ce qui parle, donc, signifie qu'une opération est conclue par l'interface électronique. Donc, site web, portail, passerelle, place de marché, interface de programme d'application API ou dispositif séminaire. Et donc, du coup, la livraison physique, si je puis me permettre, on ne s'y intéresse pas. C'est comment la contractualisation en ligne digitale s'effectue. Et les critères, ils sont fixés de manière négative. Le texte dit, quand une interface n'est pas réputée, il faut que les trois conditions qui sont énoncées là ne soient pas remplies. Donc, il ne fixe aucune des conditions générales que je vais l'évoquer. Il n'intervient pas non plus dans le paiement, ni même dans le moment où on peut délivrer la facture au client, parce qu'en général, évidemment, ils ont un système en ligne, un software qui génère la facture automatiquement dès que le paiement est reçu, par carte de crédit, paf, l'interface en général génère la facture automatiquement. Donc, c'est lui qui gère la facturation. Ce n'est pas vous, en tant que vendeur, qui décidez.
Et également aussi, c'est lui qui intervient dans la commande. Lui, c'est lui qui présente les biens sur son site. C'est lui qui montre un prix. C'est lui qui fait publicité autour de ses biens. Et donc, c'est lui qui va organiser le processus de commande de biens que vous avez placés via sur Amazon, sur AliExpress ou sur Amazon. Et donc, dans ce cas-là, s'il s'agit de biens, en tant qu'opérateur belge, il s'agit de biens de valeur maximum 150 €. Et comme hypothèse de dropshipping, donc de biens qui sont envoyés directement d'un pays non européen vers ces clients-là, et bien dans ce cas-là, vous êtes tenu de facturer à l'interface. Vous ne pourrez plus facturer au. Okay, donc, les sites qui déjà avaient la maîtrise, si je puis dire, notamment les données clients, etc., en plus, ils ont maintenant un argument légal pour dire, mais regardez, vous ne pouvez plus contacter vos clients. En sachant que ceci et encore une fois, l'objectif, c'est d'assurer le paiement de recettes fiscales liées au commerce électronique. Donc, on ne s'embarrasse pas, si je puis dire, éventuellement, pourtant, sur d'autres égards, ils le font, de l'abus que pourraient représenter les interfaces électroniques dans le commerce en ligne. Mais ça, c'est une autre question qui n'est pas de mon ressort. Philippe, j'ai une question ici qui concerne la vente en ligne hors de l'Union européenne, par exemple sur les USA, par une entreprise belge. Comment ça se passe en matière de TVA quand on vend aux États-Unis ou au Royaume-Uni, par exemple, dans ce nouveau cadre? Alors là, si j'ai bien compris, c'est l'inverse. Donc, c'est un opérateur belge qui vend sur le marché anglais Voilà. ou américain. Alors, l'Angleterre a adopté des règles similaires à l'Union européenne. OK, donc dans ce cas-là, attention que les règles dont je parle ici sont règles qui s'appliquent dans l'Union européenne. C'est une directive. Donc, la directive s'applique dans les 27 pays de l'Union européenne, pas ailleurs. Alors, le Royaume-Uni a pris des règles qui sont assez équivalentes, avec l'obligation également de payer la TVA anglaise sur les biens qu'on envoie en Angleterre. Mais évidemment, en Angleterre, il n'y a qu'un seul pays, donc vous n'aurez pas besoin d'un numéro de TVA pour l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles. Donc, vous allez avoir besoin d'un numéro anglais qui vous permettra de servir tout le marché anglais. Alors, si on vient aux États-Unis, alors les États-Unis, c'est un pays tout à fait à part. Parce que là, il n'y a pas de TVA, mais ils ont en place un système de sales tax. C'est pas le sujet du séminaire, je veux bien, mais c'est un système de taxes indirectes qui fonctionne complètement différemment. Et à ma connaissance, ils n'ont pas mis en place un système particulier pour les ventes en ligne au niveau des sales tax. C'est-à-dire que les sales tax sont dus dans le pays où dans l'État, excusez-moi, dans lequel les biens sont envoyés, et vous allez devoir vous identifier à la sales tax de l'État en question. OK. En tout cas, c'est comme ça que fonctionne dans ces grandes lignes le système des sales tax aux États-Unis. La question, c'est en tant que non-résident, les éventuelles complexités que ça va représenter d'identifier à la sales tax une entité qui n'a pas d'établissement aux États-Unis. Honnêtement, je pense que ça va présenter des problèmes pratiques. Vous allez sans doute devoir désigner un représentant responsable, à tout le moins, qui va être mandaté pour pouvoir vous représenter vis-à-vis des États différents. Le problème, c'est que lui, il risque d'être solidairement responsable du paiement des taxes. Et je ne sais pas si quelqu'un va accepter comme ça d'être redevable solidairement vis-à-vis de tous les États des États-Unis de la sales tax due par un opérateur belge. Mais je trouve, vous trouverez quelqu'un qui essaiera de le faire. OK. Ou trouver un distributeur qui. Là, ce sont vraiment des règles dont je parle maintenant. Hein. J'entends bien, c'est un cas d'espèce, effectivement, on sort du cadre européen fatalement. Mais il n'y a pas de problème, on peut en discuter. Voilà. Merci. Mais donc, je te dis par rapport à ta question-là, d'un point de vue belge, évidemment, si je vends, j'en terminerai par là, vers le Royaume-Uni, vers les États-Unis, c'est une exportation d'un point de vue belge, donc il n'y a pas de TVA. Lorsque je vends vers les États-Unis, que ce soit dans le cadre d'un commerce en ligne ou vers le Royaume-Uni, d'un point de vue belge, je n'aurai aucune TVA à payer. C'est une exportation. La question, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'état de destination? C'était ça, je pense, le sens de la question. Mais comme ça, je pense être le plus complet qui soit. Merci. Ça va? Alors, maintenant qu'on a
évoqué la présomption irréfragable. Alors, je répète qu'au niveau de la présomption, lorsque vous êtes un opérateur belge, ça ne joue pas s'il s'agit de vendre sur le marché européen de biens qui sont déjà situés sur le marché européen. Dans ce cas-là, vous pouvez, même si c'est via Amazon, vous pouvez, bien entendu, il n'y a pas de présomption de joue pas, vous pouvez facturer directement à votre client final, même si le bien a été acheté via l'interface et quelle que soit la valeur du bien en question. Donc ça, c'est important à noter qu'en tant qu'opérateur belge ou européen, cette présomption-là ne joue que pour les ventes de biens importés qui sont vendus directement dans l'Union européenne. Alors, venons-en maintenant aux règles très concrètes qui vont s'appliquer, qui vont trouver à s'appliquer à partir du 1er juillet 2021, en distinguant d'une part les ventes à distance intracommunautaires de ventes à distance de biens importés. Donc, premier cas de figure, donc je suis un vendeur belge, j'ai un stock de biens qui est en Belgique ou éventuellement ailleurs dans l'Union européenne, je place mes biens sur une interface quelconque, mes clients dans l'Union européenne, italiens, allemands dans mon exemple, me commandent, et bien dans ce cas-là, ce sont des clients particuliers, et bien dans ce cas-là, je suis typiquement dans une situation de vente à distance intracommunautaire pour laquelle la TVA sera due dans le pays où j'envoie mes biens. Donc, il y aura une TVA italienne à concurrence des ventes que je fais sur le marché italien et une vente soumise à TVA allemande à concurrence de la TVA allemande à concurrence des ventes qui sont effectuées sur le territoire allemand, qui sont destinées à des clients situés sur le territoire allemand. Donc, même si au niveau logistique, je peux imaginer, parce que souvent ce qui se passe au niveau des interfaces, c'est que c'est la plateforme qui gère votre stock et qui, une fois que c'est commandé, pouf, achemine vers le client ou les clients finaux. Deuxième situation, parce que c'est tout à fait envisageable aussi, vous avez décidé de, soit les deux aussi, on peut très bien avoir son propre web store et également vendre, commercialiser ses biens sur l'interface, très bien, avoir votre propre web store, c'est vous qui gérez votre stock. Eh bien, le régime, c'est exactement le même dans ce cas-là. La TVA sera due dans le pays où vos clients sont établis et donc, une TVA devra être payée par vous, on verra par quel billet. En Italie, une TVA belge, et vous la payerez en fait à l'État belge, vous n'allez pas devoir la payer aux différents États. On va voir comment toute cette centralisation s'opère. Et c'est vous qui vous chargez, dans ce cas-ci, de la logistique de transport vers différents clients. Donc, on remarque ici, pour une vente à distance communautaire, que vous fonctionnez avec votre propre web store ou via interface, on arrive au même résultat. La TVA est toujours due dans le pays de consommation finale, et c'est vous qui êtes réputé effectuer la vente directement, donc c'est vous qui allez pouvoir facturer directement aux clients. Alors, vente à distance intracommunautaire, ce régime-là, ce n'est pas pour tout type de client. Il faut savoir que le commerce en ligne, le problème qu'on a actuellement de perte de recettes, c'est le commerce en ligne en B2C. Le B2B a déjà des règles en place depuis un certain temps, il n'en est pas affecté. Donc, on parle de vente à distance communautaire avec l'obligation de payer la TVA dans le pays de destination, suppose que mon client est un non-assujetti, en tout cas, ou un assujetti spécial, si je puis dire, qui n'est pas identifié à la TVA. Donc, votre client peut-être soit un particulier, ce sera dans la grande majorité des cas, ce qui se passera, soit éventuellement ce qu'on appelle un assujetti exempté. C'est quoi l'assujetti exempté? C'est un assujetti dont toutes les activités sont exemptées de TVA et donc, du coup, il n'a pas de numéro de TVA. Okay. Eh bien, dans ce cas-là, également, je devrais lui porter en compte la TVA selon le régime des ventes à distance. Même chose, j'ai affaire à une personne morale non assujettie. Personne morale non assujettie, pensez à un organisme public. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'organismes publics qui commandent des biens sur Internet, mais bon, le régime est conçu pour les intégrer dedans. Et éventuellement, alors c'est une activité tout à fait spéciale que sont l'assujetti franchisé. L'assujetti franchisé, c'est celui qui a un tout petit chiffre d'affaires, du coup, il n'est pas tenu aux obligations TVA. Et éventuellement, les exploitants agricoles sont soumis à un régime particulier. Bon, pour mémoire, retenez les particuliers. Je ne pense pas que les autres cas de figure, vous allez les rencontrer, mais ici, je dois être complet, donc j'ai envisagé les cas de figure. Alors, quel type de biens sont visés? Eh bien, c'est relativement simple, c'est tous les biens corporels, bien entendu. Donc, les véhicules neufs, parce que là, il y a un régime en place tout à fait différent qui existe depuis 1953. Et également, pour les produits soumis à accises, il y a un régime particulier dans ce cas-là, en fait, à savoir que pour les produits soumis à accises, ça ne joue que pour les particuliers par les trois autres situations que j'ai vues tout à l'heure. Bon, s'il y a des gens qui effectivement vendent en ligne du vin, de l'alcool,
on peut en discuter après parce qu'il y a quelques règles spécifiques dans ce cas-là, mais retenons à ce stade que, sauf véhicules neufs et pour les productions massives, règles particulières, tous les biens corporels vendus des particuliers à distance, via en ligne, obéiront à ce régime particulier. Par contre, si vous avez des clients B2B professionnels, même si c'est vendu en ligne, les règles ne changent pas. Aujourd'hui, lorsque, en tant qu'opérateur belge, vous vendez à un professionnel en Allemagne ou en France, il y a ce qu'on appelle le concept de livraison intermédiaire et d'acquisition intermédiaire. Ça demeure. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en fait, vous vendez à un client des biens qui sont dans votre stock en Belgique, vous les envoyez chez lui dans un autre pays ou c'est lui qui vient les chercher chez vous. Il vous communique son numéro de TVA. Dans ce cas-là, on effectue une livraison communautaire exonérée de TVA belge et votre client professionnel, lui, autoliquide la TVA dans le pays en question. Donc, ça ne passe pas par le régime des ventes à distance. Ben, même faire attention de ne pas aller payer la TVA au mauvais endroit. Parce que vous allez voir que demain, le régime des ventes à distance aura une déclaration particulière, mais la déclaration TVA normale va demeurer. Si on fait un jeu de cartes avec les deux qu'on paye la TVA dans la mauvaise déclaration, il y a un principe en matière fiscale qui est désagréable, c'est qui paye mal paye deux fois. Malheureusement, c'est comme ça. Pas qu'en droit fiscal, ceci dit, mais aussi en droit fiscal. Donc, bien, on y reviendra tout à l'heure, donc bien faire attention que les ventes à distance de il faut distinguer en fonction de la nature du client. Une manière de distinguer, si je dirais de manière pragmatique, c'est en fonction de l'existence ou non d'un numéro de TVA valide. Si vous avez un numéro de TVA valide, vous pouvez le considérer comme un B2B. En l'absence, vous pouvez l'assimiler à un opérateur B2C auquel le régime des ventes à distance trouvera à s'appliquer. Et quatrième condition liée à la vente à distance, il faut que le transport soit organisé évidemment par vous, par votre compte. Hein. Si vous vendez, si je puis dire, mais c'est le principe du commerçant en ligne. Je veux dire, si c'est le client qui vient chercher les marchandises, ce n'est pas une vente à distance. C'est une vente comme dans un magasin aujourd'hui. Un magasin, lorsque vous y entrez, vous achetez, vous prenez le bien, ce n'est jamais une vente à distance, même si après, vous quittez la Belgique pour un autre pays. Hein. Donc, ça c'est important, ça implique une vente à distance, un transport d'un pays de l'Union vers un autre. Hein. Belge, ce n'est pas une vente à distance. C'est un transport transfrontalier, c'est-à-dire d'un pays de l'Union vers un autre, de Belgique vers l'Allemagne, de Belgique vers l'Italie, ou inversement, le cas échéant. Ça va? Alors, qu'est-ce qui va se passer en fait à partir de 1er juillet? C'est va être mis en place le OS, One Stop Shop. One Stop Shop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où avant, on devait déposer les déclarations dans tous les pays, vous allez avoir une déclaration unique via le guichet unique, comme son nom l'indique, hein, en anglais c'est OS, One Stop Shop, c'est le guichet unique, dans lequel en fait vous allez déclarer toutes les ventes à distance effectuées au cours du trimestre dans chaque pays, en distinguant pour chaque pays le montant de TVA et le montant de TVA. La somme, qui fera un montant total de TVA des différents pays, vous la versez à l'administration fiscale belge, qui se chargera de ventiler et donc de distribuer à chaque État membre la somme qui lui revient. Et donc, c'est un système facultatif. Hein. On peut, ça aussi c'est quelque chose d'important, c'est que le régime, si je puis dire, que c'est actuellement, s'il y en a qui s'y trouvent bien, on peut continuer à l'appliquer. Donc, on n'est pas tenu d'appliquer le HOS. Mais par contre, une fois qu'on l'applique, il faut l'appliquer pour tout. On ne peut pas faire du cherry picking. On va dire, oh, pour l'Allemagne et l'Italie, je prends le HOS, mais pour la France, comme j'ai un numéro de TVA, non. Ça, c'est pas possible. On applique le HOS pour tout. C'est tout ou rien. All or nothing. Donc, ça c'est important d'avoir en tête. Donc, évidemment, ça présente un avantage, c'est que on n'a plus qu'une seule déclaration, c'est une déclaration unique en quelque sorte, qui regroupera toutes les ventes à distance que vous aurez effectuées. Mais la déclaration TVA belge que vous déposez aujourd'hui et que vous continuez à déposer, bien entendu, elle ne disparaît pas. Hein. Elle ne disparaît pas notamment pour pouvoir déduire la TVA, parce que la déclaration OS, un des inconvénients que j'estime majeur, c'est le fait que c'est une déclaration uniquement pour payer. Ce n'est pas une déclaration pour déduire. Vous ne déduisez jamais dans la déclaration OS. S'il y a des corrections, ça oui. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une note de crédit parce que la vente est annulée, là, effectivement, on corrige via le OS. Mais une déduction parce que j'ai acheté des biens sur place, par exemple,
j'ai une TVA vue en francs parce que j'ai acheté des biens sur place avec lesquels j'ai alimenté mon stock, vous ne pourrez pas déduire dans le OS. Hein. Ça, il faut bien avoir en tête. On ne pourra le faire que soit dans la déclaration de TVA, si on dépose une dans le pays en question, soit effectivement dans une procédure dite de la 9e directive pour le remboursement d'une TVA étrangère. Okay. C'est facultatif. Je devrais manifester une option. Bon, ça, c'est relativement. Il ne faudra pas remplir 25 formulaires. Hein. Il faudra juste simplement manifester une option. Après les 1er juillet, vous décidez d'utiliser le OS. Un des avantages du OS aussi, c'est que vous n'êtes plus tenu, mais vous pouvez délivrer une facture à votre client. Donc, il y a une dispense de facturation, si vous voulez, qui va trouver à s'appliquer. Alors que c'est l'inverse aujourd'hui. Hein. Pour ceux qui connaissent la vente à distance aujourd'hui, on est justement dans une situation dans laquelle on doit émettre une facture, même si mon client est un particulier. Demain, avec le OS, on a estimé que dès lors qu'il y a cette nouvelle obligation de déclaration unique, ça pouvait suffire comme outil de contrôle pour les administrations. On peut toujours réduire la facture, il n'y a aucun souci, notamment pour garder éventuellement la relation clientèle, mais on n'est pas tenu. Donc, Philippe, les entreprises qui ont déjà des numéros de TVA parce qu'elles vendent à des particuliers en France et en Allemagne peuvent continuer à fonctionner comme elles fonctionnaient par le passé. Si ces entreprises, dans leur croissance, elles développent leurs affaires sur l'Italie, le Portugal et d'autres pays, qu'elles se disent à un moment, ben, je vais passer par le OS parce que ce sera plus simple de gérer ma TVA, comme j'ai de plus en plus de pays à traiter et je ne vais pas m'embêter à aller voir comment fonctionnent les interfaces italiens et portugais. Si elles choisissent de passer sur le OS, elles passent sur le OS également pour la France et l'Allemagne où elles continuent, où ça leur pose. Ok. Et ce qui ne signifie pas que le numéro de TVA devrait être radié, parce qu'il est possible que le numéro de TVA soit nécessaire, notamment pour les mouvements de stock. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais en tout cas, tout à fait ça. Et ça, il faut bien garder ça en tête. C'est le OS, c'est tout bien. Où je mets tous les pays. Je prends votre exemple, j'ai déjà le numéro de TVA en Allemagne, etc. Il se fait qu'en plus l'Italie et l'Espagne se développent, j'ai le choix. Soit je me notifie aussi en Italie et en Espagne sur le régime normal, c'est mon choix. Ou bien je dis non, c'est trop compliqué, tous ces numéros de TVA, moi je passe au OS. Oui, mais alors attention, l'Allemagne et la France, dans le OS aussi. Je ne pourrais pas déclarer dans ma déclaration de TVA française et allemande ce qui est dans l'OS. Si je le fais comme ça et que je le paye, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui paye. Vous avez payé 2 fois. Ok, ça va. Alors après, on pourra rembourser, mais vous allez vous retrouver avec de la trésorerie. 2 fois payer la TVA pendant ce temps. Donc voilà. Ok. Voilà, donc comme je le disais, donc à partir du moment où on a le OS, donc on doit mettre toutes les ventes à distance dans la déclaration OS et puis dans les autres déclarations. Okay. Il y a une exception, mais qui n'est pas une vraie vente à distance, mais c'est juste qu'il peut être compris comme tel. Si je suis un opérateur belge, j'ai un stock en Belgique, je vends des clients en Belge, ce n'est pas une vente à distance. Dans ce cas-là, c'est dans la déclaration belge. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais ça suppose que mon stock soit dans le même pays. Je prends la situation inverse, pas une autre situation. Je suis un opérateur belge. Mon stock est en France. Je vends un client belge dans le OS. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est très important, mais ça suscite des confusions. Donc, le OS suppose que j'ai un pays de départ, j'ai un pays d'arrivée différent. Peu importe que je sois moi-même établi dans le pays d'arrivée. Par contre, il n'est pas une vente à distance lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée est le même pays d'union. Donc, je répète, je suis un opérateur belge sur e-commerce. Mon stock est en Belgique. Mon stock est à l'aéroport de Liège. Voilà. J'ai rapporté là depuis la Chine. Il est là, j'ai dédouané. Et j'ai un client à Ostende. Ce n'est pas une vente à distance, donc ça ne va pas être dans le OS. Ça va être dans la déclaration TVA normale. Mais par contre, si le stock est à l'extérieur de la Belgique, à ce moment-là, je dois déclarer. C'est une vente à distance. Parce que c'est une vente à distance. Et donc, par exemple, dans le cas où vous dites mon stock est en France, je dois facturer mon client belge, enfin avec la TVA belge, mais le mettre dans le OS. Et donc, je dois le mettre et dans le OS et dans ma déclaration. Dans le OS, et c'est tout. Dans le OS et c'est tout. Eh bien, ok. Et sinon, on déclare 2 fois le chiffre d'affaires. Ok. Donc, il est possible de vendre à un Belge avec l'obligation d'aller dans le OS si le stock est hors de la Belgique. Oui, parce que le OS vise les ventes à distance intercommunautaire, donc il faut un pays de départ, un pays d'arrivée différent. Okay. Peu importe que moi, en tant qu'opérateur, je suis établi également dans le pays de mon client. Ok, merci. Ça va? Alors, l'avantage du OS, ce n'est pas de numéro de TVA, donc pas de nouveau numéro de TVA, donc pas une identification complémentaire, déposer des formulaires pour ceux qui ont l'habitude d'aller chez le notaire, faire un mandat, etc. Tout ça.
on oublie, donc c'est pas mal, il faut reconnaître. Mais une obligation de reporting, ou plutôt comptable complémentaire, c'est qu'il va falloir tenir un registre spécifique dans lequel on va lister, enregistrer toutes les ventes communautaires effectuées au jour le jour, je dirais. Alors, le contenu est laissé à l'appréciation des États membres. Dans l'état actuel, il faut attendre que l'arrêté royal, mais il faut s'attendre, d'après les informations que j'ai eues, il ne faut pas s'attendre à grand-chose de bien spécial, si ce n'est qu'il faudra avoir les informations classiques, la date de vente, le montant TVA, le montant TVA. En principe, on verra, ça hésite encore à voir les coordonnées du client. Ça, je suis sûr que ça va varier d'un pays à l'autre. Donc, ce sont les informations minimales qu'il faudra mentionner, montant TVA, TVA, montant total, date de l'opération. Et peut-être même la date de paiement, ça, ils y réfléchissent aussi, mais souvent la date d'opération et la date de paiement sont concomitantes, puisque comme on achète en ligne en général, le paiement finalise la vente, et donc la date de l'opération sera la même que la date de paiement. Donc ça, pour le contenu exact, il faut encore attendre, mais je veux dire, ce sera des informations qui sont classiquement déjà consignées dans un journal de vente classique. Il y aura peut-être moins d'opérations, moins de données à renseigner, mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose de bien particulier. Il n'est même pas dit qu'il faudra tenir, si je veux dire, on peut très bien imaginer que ce soit dans le journal de vente, un journal de vente distinct. Parce que si un opérateur a des ventes qui ne sont pas des ventes à distance, il pourra très bien imaginer simplement avoir un deuxième journal de vente dans lequel il consignera ses ventes à distance intracommunautaire. Donc ça, je pense que les systèmes comptables ne devraient pas poser de problème ça. Alors par contre, il y a un délai de conservation de 10 ans qui est particulier, parce qu'en Belgique, vous savez, presque 7 ans. Pourquoi 10 ans? Parce que c'est une obligation qu'on a voulu harmoniser au niveau européen, parce qu'il ne faut pas oublier que ce registre-là, il ne sert pas uniquement à la Belgique, bien entendu. Là-dedans, on va être mentionné, pour l'essentiel, à TVA due dans un autre pays. Et donc, pour harmoniser le délai de conservation, bien le fixer à 10 ans, ça veut dire qu'en Belgique, c'est 7 ans, mais il se pourrait que l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne demandent jusqu'à 10 ans. Tiens, je voudrais voir le registre tenu par vos opérateurs belges pour tout ce que vous avez vendu à mes clients allemands. Donc ça, c'est tout à fait possible et c'est pour ça qu'on a fixé ce délai à 10 ans qui est plus long que celui qu'on connaît en Belgique, délai de rétention ou de conservation. Mais c'est le même dans l'Union européenne. Finalement, c'est pas plus mal que tout le monde soit logé à la même enseigne. C'est souvent c'est que chacun fait ce qu'il veut de son côté, mais grâce à ça, on uniformise davantage. Est-ce que ceci est clair? Parce que je vais passer maintenant en vente à distance importée, c'est un peu plus complexe. Je pense que le système des ventes à distance communautaire est relativement simple, si je puis dire, à comprendre, et on voit tout de suite l'avantage pratique. En tout cas, on l'espère, parce que la mise en œuvre, on verra. Parce que bien entendu, il y a tous les développements informatiques des États membres là derrière. Ça, je ne suis pas, je sais que certains pays ont des réticences, y compris ceux que j'entendais moins, à savoir l'Allemagne. Il faut savoir que l'Allemagne a demandé de reporter parce qu'elle estimait ne pas être prête. Mais la Commission a dit non, de toute façon, les textes sont votés. Donc, par belle ou par lettre, tout le monde devrait être prêt au 1er juillet. Mais je m'attends à des retards et des problèmes à l'allumage, aussi bien de la part d'opérateurs que des administrations. Mais voilà. Alors aussi, c'est important aussi de déclaration trimestrielle. Je crois que je l'ai évoqué dans mon slide. Donc, ce n'est pas une déclaration mensuelle, ce sera toujours trimestrielle pour les opérateurs de distance. Et c'est une périodicité unique dans toute l'Union européenne. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans le HOS en Allemagne ou en Italie que ça va être une autre périodicité. C'est une périodicité unique dans toute l'Union européenne. Alors, passons maintenant, si vous voulez bien, au ventes à distance. Peut-être Philippe, vous avez parlé, on a à Bruxelles quand même un ensemble de brasseries qui vendent à distance leurs produits. Qu'est-ce que ça change pour eux? Vous avez évoqué la problématique des axes en vente à des particuliers. Il y a des choses particulières qui évoluent par rapport à ce qui se faisait par le passé à partir du 1er juillet, spécifiquement pour les produits sous axes ou Alors, pour les produits sous axes, si on vend à des particuliers, il n'y a pas de changement. C'est si on vend. Si vous vous souvenez, quand j'ai évoqué la catégorie des B2C, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a 1, 2, 3, 4. Quand c'est les particuliers, ça ne change rien.
C'est-à-dire c'est pour les ventes à distance, donc ce sera effectivement le régime des ventes à distance. Ici, on devra payer la TVA on pourra via le système POS. Dans les autres cas de figure, en fait, les assujettis identités, dans ce cas-là, en fait, on devra appliquer le régime des opérations intracommunautaires, c'est-à-dire facture sans TVA, et c'est en fait l'acheteur qui doit s'identifier et payer la TVA dans le pays d'arrivée. C'est ça, en fait. Donc, si on est des particuliers, si je vends des produits alcooliques à des particuliers sur Internet, je pourrais utiliser le système de vente à distance de POS, mais uniquement les particuliers. Si je vends des assujettis spéciaux, comme j'ai évoqué tout à l'heure, donc des organismes publics, des ASBL, dans ce cas-là, eh bien, je ne pourrais pas utiliser le régime de vente à distance pour les produits soumis à accise. Là, en fait, ce sont eux qui devront s'identifier dans le pays d'arrivée et payer la TVA via le système des opérations intracommunautaires. Donc, dans la pratique, effectivement, ça sera quand même assez rare pour nos brasseurs d'aller vendre à des administrations publiques ce type de produit. Donc, voilà, ça ne sera pas. Mais pour les axes, le HOS ne permet pas de faciliter les relations avec les axes. Donc, une entreprise qui vend des bières en France devra toujours considérer les axes et payer des axes en France. Il n'y a pas de hausse axes en plus de la TVA. Ça reste du domaine national. Il n'y a pas de… Tout à fait. En fait, il y a un système électronique qui existe depuis plusieurs années, dont j'ai oublié le nom, c'est CMTS pour le paiement et les déclarations électroniques des axes, mais le HOS ne concerne que la TVA. Que la TVA. OK. Donc, on ne peut pas payer les axes via le HOS. On ne paye pas via le HOS. Hein. D'accord, OK. Non, j'ai dit qui paye mal paye deux fois. Et l'exercice, on les paye déjà deux fois dans un commerce. On peut en tout cas être amené de devoir les payer deux fois. Donc, et puis rembourser après. Donc voilà, on ne peut pas payer les axes via le HOS. Ok, parfait. Merci. Passons à la partie internationale. Donc, international, vente à distance de biens importés. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quel est le cas de figure classique? C'est, moi je suis un opérateur belge, j'ai un contrat avec un fabricant chinois de matériel IT et je dis voilà, et j'ai des clients, toujours en Italie, en Allemagne, qui commandent en ligne et moi je fais envoyer directement les marchandises depuis Shenzhen, Nouvelle-Jérusalem des matériaux IT, vers mon client à Florence ou mon client à Munich. Dans ce cas-là, je ne suis pas dans une vente à distance intracommunautaire parce que les biens sont envoyés directement depuis le port de Shenzhen vers Munich ou Florence dans mon exemple. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Ah, mais là, j'en reviens à ma distinction tout à l'heure, à savoir si vous passez ou non par un interface électronique. Deux, je devrais devoir donc distinguer selon le mode de commercialisation et selon la valeur des biens en question. Première situation, c'est je vends mes biens via la plateforme électronique. Vous avez vu tout à l'heure les critères, pour savoir si ma plateforme est censée intervenir. Mais dans ce cas-là, moi, je ne peux pas facturer à mon client, vous allez également dans mon exemple. Je suis réputé vendre à la plateforme. Mais ça, pour autant que la valeur des biens ne dépasse pas 150 €. On va voir quelles seront les conséquences après. Donc, dans ce cas-là, si tu me permets, vous perdez toute la maîtrise sur ce qui va se passer une fois que la commande est passée. Vous recevez une facture du fabricant chinois. Vous devez adresser votre facture à Amazon, AliExpress, ou que sais-je. Le reste, c'est plus vous. Ça dépend. Ça dépend de la plateforme qui, elle, va devoir se soumettre aux règles particulières du IOS dont je vais parler. Par contre, je pourrais très bien vendre mes biens via notre propre web store ou vendre des biens soit via mon propre web store ou via interface d'une valeur supérieure à 150 €. Dans ce cas-là, la présomption ne joue plus. Je garde, si je puis dire, la maîtrise sur la communication, puisque là, je vais rentrer en contact, je suis censé, sur le plan TVA, réaliser une vente à distance de biens importés, puisque je suis en rapport directement avec mon client. Retenons ici que la notion de vente à distance, c'est toujours pour le même type de clients, des clients B2C, comme on a vu tout à l'heure, des particuliers, etc. Si ce sont les professionnels, là, c'est autre chose. Donc, bien retenir en tête, toujours bien avoir en tête que ces règles-là obéissent à des clients, je dirais, B2C, pour faire bref. Alors, première situation, qu'est-ce qui va se passer si je vends via une plateforme et pour le bien maximum 150 €? Comme je disais tout à l'heure, dans ce cas-là, la vente est censée, vous êtes censé vendre à la plateforme, vous adressez votre facture à la plateforme, et dans ce cas-là, aucune démarche. Pourquoi? Parce que
étant donné que c'est la plateforme qui réalise une vente à distance de biens importés, les biens, on considère que les biens à ce moment-là ne sont pas encore sur le territoire de l'Union et donc il n'y a aucune TVA qui est due. Par contre, la plateforme, elle, va devoir payer la TVA sur la vente qui est réalisée au client final en Allemagne, en Italie, selon l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est la plateforme qui va être responsable de la perception de la TVA et du versement de celle-ci à travers le système IOS que je vais parler tout à l'heure parce qu'on pourrait être confronté si je ne passe pas par une interface électronique. Ça va? Donc, si vous passez par l'interface électronique, vous pourriez dire c'est très simple. L'avantage, c'est la simplicité au niveau de TVA. Mais voilà, vous n'avez pas de relation directe avec votre client. Mais ça peut présenter un avantage administratif dans ce cas-là. C'est très bien. Donc Philippe, excusez-moi, si une entreprise belge vend à une plateforme d'e-commerce belge qui va vendre ensuite les produits hors de l'Union européenne, l'entreprise belge facture la plateforme e-commerce belge sans appliquer la TVA belge. Exactement, parce que c'est la plateforme belge qui, elle, va être responsable du paiement de la TVA pour la vente sur le marché européen. Donc, pas si c'est exporté en dehors de l'Union européenne. Donc, si les biens vont de Chine aux États-Unis, non, évidemment. Hein, donc, je parle de biens qui sont envoyés d'un pays hors Union européenne et qui sont destinés à un pays européen. D'accord. Donc, par rapport à votre exemple, c'est effectivement, je suis un opérateur belge. Je vends un client en belge. OK, bon exemple. Et les marchandises sont envoyées directement de Shenzhen en Belgique, vendues via une interface électronique, et bien c'est l'interface qui va adresser la facture. Et moi, moi, comme opérateur belge, je facture à la plateforme sans TVA parce que l'opération est réputée hors TVA. Alors, il faut savoir que la vente à distance de biens importés, comme je dis, suppose un transport direct de pays hors Union vers l'Union européenne. Donc, ça suppose que les biens, lorsque je les vends, ils sont en dehors de l'Union européenne et que je les adresse directement. Si, parce que je peux bien entendu fonctionner directement en disant, mais oui, mais ça m'ennuie, il suffit de ne pas pouvoir facturer directement au client. Je peux très bien fonctionner différemment et décider, temps 1, j'importe les marchandises à Anvers ou à Liège, je détiens un stock et à partir de ce stock, je vends dans l'Union. Dans ce cas-là, ce ne sont plus des ventes à distance de biens importés, ça devient des ventes à distance intercommunautaire. Pourquoi? Parce que j'ai temps 1, j'importe, moi en tant qu'opérateur belge, donc je paye la TVA et les droits de douane en Belgique. Et puis, de ce stock, je vends à mes différents clients en dehors dans l'Union européenne. Dans ce cas-là, je ne suis plus dans le cadre d'une hypothèse de vente à distance de biens importés, je suis dans le cadre d'une vente à distance intercommunautaire, et c'est la règle dont vous avez parlé tout à l'heure. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez adresser la facture directement au client. Il faut bien savoir qu'on peut, si je puis dire, switcher d'un système de vente à distance importée à vente à distance intercommunautaire de manière assez facile en fonction du processus de dédouanement. Qui s'occupe du dédouanement? J'en reviens à vente à distance des biens importés. Donc, dans ce cas-là, je répète encore une fois, c'est les biens envoyés directement dans un pays de l'Union européenne en dehors. Donc, je viens d'évoquer la situation dans laquelle je passais par une interface, ok, et mon bien avait une valeur de 150 €, on verra tout à l'heure comment on la calcule. Si par contre j'ai mon propre web store, ou bien une valeur supérieure à 150 €, dans ce cas-là, la vente est réalisée entre le vendeur belge et le client. Donc, dans ce cas-là, il n'y a plus de présomption, ne trouve plus à s'appliquer, et je vais pouvoir utiliser le système du IOS pour payer la TVA un peu à l'externe du OS, si vous voulez, sauf que là, j'y mettrai les ventes de biens importés. Donc, c'est une autre déclaration qu'on appelle IOS, dans laquelle je vais lister toutes les opérations, toutes les ventes de biens importés que j'ai effectuées au cours du mois écoulé. Encore une fois, c'est un système facultatif. Je peux bien entendu décider d'opter pour régime normal, ce qui, comme vous l'aurez deviné, supposera que je vais devoir m'identifier à la TVA et déposer une déclaration ordinaire dans le pays où mes clients sont établis. Ou bien, ça c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est de dédouaner et puis d'effectuer des ventes à distance intracommunautaires. Et dans ce cas-là, bien entendu, je n'utilise pas le IOS, mais j'utiliserai éventuellement le OS. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, si dans ce cas-là, l'opérateur, donc l'opération est réalisée entre l'opérateur belge et le client.
Et soit j'appliquerai le OS, soit j'appliquerai pas le OS, l'IOS, pardon. J'appliquerai pas le IOS. Mais ce n'est pas parce que j'applique pas le IOS que je ne peux pas utiliser le OS, comme j'ai vu tout à l'heure, dans l'hypothèse où je vais importer moi mon monnaie marchandise et puis je vais déclarer une vente à distance intracommunautaire. Alors, c'est quoi la valeur? Excusez-moi, oui. Le seuil de 150 €, donc quand je vends un bien importé de plus de 150 €, même que je passe par un intermédiaire, Amazon et compagnie, c'est quand même moi, en tant que vendeur, qui suis en charge de la procédure TVA. Exactement. C'est moi qui serai. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Donc, quand on est en plateforme propre, dès le premier euro, qu'on vendrait un produit importé dans l'Union européenne, on est directement déclarant et on doit travailler dans la plateforme iOS. Quand on travaille par une plateforme, on ne doit faire cette déclaration qu'à partir de 150 €. À partir de 150 €, on est considéré comme le vendeur qui doit faire la démarche. Tout à fait, sur la plateforme. Alors, en lisant le slide, celui-ci, je le trouve qu'il n'est pas suffisamment précis à mon goût, à savoir que le système de IOS est limité aux biens qui ont une valeur de maximum 150 €. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque je suis au-dessus de 150 €, je serai soumis aux règles normales, quoi qu'il arrive. Mais comme je l'ai expliqué, je peux très bien importer et puis utiliser le OS. D'accord. Et je ne pourrais pas utiliser le IOS. Le IOS est limité en fonction d'une valeur maximum. Le OS n'est jamais limité en valeur. Et en relisant le slide ici, je trouve que si j'étais à votre place, je pourrais le comprendre, je pourrais mal le comprendre. Donc, précisons que le IOS est limité, l'utilisation du IOS est limitée à des biens à des valeurs de maximum 150 €, tandis que le OS n'est pas limité en fonction de valeur. Okay. D'accord. Donc, si dès qu'on est... Ouais. Voilà. Okay. Enfin, le IOS, c'est en dessous de 150 € et au-dessus de 150 €, il faut passer sur la formule du OS, dans laquelle on est considéré comme vendeur enfin. On est toujours considéré, à partir du moment où on est passé 150 €, on est toujours le vendeur direct de ses clients. Hein. Ça, de toute façon. Ça va? Okay. Alors, 150 €, comment on se fait le calcul? En fait, c'est tout simplement le prix des marchandises. Ça, c'est simple. Mais on peut en exclure tout ce qui est transport et assurance. Mais du coup, il faut que ça soit spécifié différemment, bien entendu, puisque en fonction du seuil, on basculait dans la possibilité du IOS ou pas. Et surtout, on va basculer aussi dans la présomption d'acheteur-revendeur de l'interface. Donc, parfois, cette valeur-là peut jouer à votre avantage. C'est-à-dire que si vous voulez éviter cette présomption, ben, pour bien faire, il faudrait que le prix d'un marchandise soit supérieur. S'il est inférieur et que c'est vendu par l'interface, malheureusement, vous n'avez pas le choix. Vous devrez facturer à l'interface. Il n'y a pas de possibilité d'y échapper. Enfin, Et alors, qu'est-ce qui va se passer en fait quand le IOS est utilisé? Donc, je répète, valeur maximum 150 € et mon propre web store. Et bien, dans ce cas-là, donc je vais bien entendu être responsable de la TVA dans le pays d'arrivée, mais par contre, l'importation sera exonérée. Donc ça, c'est quand même un avantage aussi. Certes, il y aura des dédouanements, inévitablement, mais 150 € est le seuil en fait, qui existe en matière de douane, qui existait déjà. 22 € que vous connaissez aujourd'hui disparaît en fait au profit du 150 €. C'est ça en fait l'idée. Mais de toute façon, on doit payer la TVA à l'importation, sauf si on fait appel au IOS, et puis ça disparaît le 22 €. Ici, c'est une exonération liée spécifiquement à l'utilisation du IOS. Si on n'utilise pas, il n'y aura pas d'exonération à l'importation. Je devrais déposer une déclaration mensuelle cette fois-ci. Pour le IOS, elle n'est pas trimestrielle, elle est mensuelle. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que c'est la volonté d'être
je dirais, plus serrée vis-à-vis des opérateurs qui commercialisent des biens qui proviennent en dehors de l'Union européenne. Et à l'instar de ce qui se passe pour les ventes et licences de biens immobiliers, il faudra également tenir un registre dans lequel on devra consigner toutes ces opérations afin de vérifier que la déclaration IOS est conforme aux opérations qui ont été réellement obtenues. Il faut savoir que les interfaces eux-mêmes sont tenues à tenir un certain nombre d'obligations. Donc, il peut très bien, les administrants vont pouvoir confronter vos registres avec celui des interfaces et voir si effectivement ils sont coïncidents. Parce qu'évidemment, si votre registre, certaines opérations sont omises, l'administration vous parlera, tiens, c'est bizarre, je vois selon, et ça, je le vois même déjà aujourd'hui, où lorsque les administrations font les contrôles, qu'est-ce qu'elles font? On fait la demande à Amazon à relever, et puis elles viennent vous voir en disant, voilà, vous avez effectué, selon le relèvement, vous avez effectué autant d'opérations durant le mois 2, expliquez-nous pourquoi on n'est pas payé la TVA. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui déjà. Mais demain, ça continuera après et ce sera, à mon avis, plus rapide. Et souvent, dans certains pays qui ont mis en place, notamment je pense au Royaume-Uni, mais également la France et l'Allemagne, qui ont mis un système de solidarité. Ce qui se passe, c'est qu'Amazon aujourd'hui, étant donné qu'elle est solidaire, et lorsque vous, en tant que vendeur, recevez une information de l'administration fiscale allemande, française ou britannique, selon lesquelles il me semble que tel vendeur n'est pas identifié à la TVA, n'a pas payé la TVA, Amazon raye. Vous raye de liste des vendeurs. On supprime votre compte parce que eux, ils sont responsables, ils sont solidairement responsables du paiement de la TVA aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que demain, ça continuera. Ils vont être particulièrement attentifs puisque eux-mêmes étant responsables, ils ne prennent aucun risque. Les interfaces ne prennent aucun risque, ce sont des mastodontes, ils n'ont aucun, excusez-moi, scrupule à supprimer votre compte, même si votre bien est populaire. Ça, sachez-le. Donc, voilà. Alors, la directive vous mettra en place un autre système plutôt que le IOS, c'est le système d'une simplification des procédures douanières, au terme de laquelle, en fait, on n'avait pas utilisé l'IOS, mais c'est l'opérateur de livraison qui, lorsqu'il va se présenter chez le client, et voilà, vous avez acheté sur le site autant, veuillez payer la TVA et les droits de douane. Et donc, l'acheteur aura à ce moment-là le choix soit de payer effectivement le montant total, et donc il paiera la TVA, l'importation, les droits de douane s'il y en a, et il pourra obtenir un colis. Il peut refuser. S'il refuse, c'est retour à la case départ. La vente est annulée. Donc, certains, et ça, c'est DHL qui sont responsables. Et ça, évidemment, c'est un problème commercial, puisque souvent, qu'est-ce qui s'est passé? Et certains ont déjà connu l'expérience aujourd'hui, c'est que sur le site Amazon, ils vont voir un prix, je sais pas, 100 €. Et quand la Poste répond à leur boîte, il dit, ah voilà, vous avez commandé machin, c'est 250 €. Ah bon, pourquoi? Parce que ceci, cela, il faut payer la TVA et les droits de douane. Et alors, on refuse. Donc, ceux qui veulent mettre ça en place, se dire, moi, je ne veux pas prendre le IOS, je veux prendre ça. Attention, parce que s'il y a une mauvaise surprise avec vos clients, les clients vont refuser le colis. Et après, ça a un coût, hein. Faire revenir la marchandise. Donc, ça existe. Ça permet de dire, bah oui, moi, je ne veux pas utiliser l'IOS, comme ça, c'est la Poste ou bien c'est DHL qui se charge. C'est possible, jusqu'à 150 €. Mais attention, la surprise du client qui pensait que ça coûtait 50 €, qui se retrouve avec un bien qu'en coûte finalement 140. Parce que, évidemment, le client ne s'attend pas à devoir payer nécessairement tous ces TVA, les droits de douane en plus. Donc, attention à utiliser cette alternative de la déclaration en douane simplifiée. Moi, je ne la recommande pas. Mais après, chacun décide, bien entendu, qui suis-je pour dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Ça va? Alors, comme je le disais tout à l'heure aussi, une vente à distance de biens importés suppose un transport direct d'un pays de l'Union européenne vers un autre. Si à un moment donné, il y a un dédouanement avant que les biens sont mis dans un entrepôt, voire même un entrepôt douanier, qui sont mis en suspension des droits de douane TVA, et qu'ensuite ils sont livrés aux clients, ce n'est pas une vente à distance de biens importés. C'est quoi? C'est une importation. Et puis, on a une vente à distance intracommunautaire. N'oubliez pas que dans ce cas-là, deux avantages. Un, la présomption ne joue jamais. Et deux, vous n'êtes pas tenu par la valeur maximum de 150 €. Donc, moi, si vous voulez éviter de faire une déclaration OS et IOS, les deux, et une déclaration normale, je l'oublie, mais il ne faut pas. Le plus simple, à mon avis, c'est, quelle que soit l'origine des biens, c'est de vous dédouaner les marchandises
et puis de réaliser que des ventes à distance intracommunautaires dans le HOS. Mais ça, c'est un conseil pratique. Ceux qui préfèrent travailler avec le IOS, ils peuvent, mais s'ils ont à la fois du stock dans l'Union, du stock dans l'Union en dropshipping, etc., ils vont devoir jongler avec le IOS, la déclaration normale. Avec le IOS, les 150 €, etc. Donc, possibilité de se tromper assez importante. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui paye mal, paye 2 fois, voire même paye 3 fois, parce qu'on a 3 déclarations. Donc, voilà, moi, le système de IOS, je suis beaucoup plus perplexe que le système du HOS dans sa praticabilité. Donc, le IOS, c'est plutôt intéressant pour les gens qui vendent au travers d'une plateforme où là, il y a plus, ils se simplifient la vie puisqu'ils vendent eux en B2B à la plateforme et la relation avec le particulier, la TVA avec le particulier ne les concerne pas. Jusqu'à 150 €. Hein. Jusqu'à 150 €. Donc, l'intérêt, c'est le seuil du 150 € pour les gens qui vendent à une plateforme qui elle, est responsable du prélèvement de la TVA. Et donc là, il y a une simplification pour ces acteurs-là. Tout à fait, tout à fait. Qui est une grosse simplification quand même. Mais... Non, je n'en disconviens pas. Hein. Je suis tout à fait. Mais le problème, c'est de jongler avec des trucs différents en fonction de l'origine des biens. Dans les commerces, je connais en général, on n'a pas conscience de l'implication que peut avoir du fait que j'envoie directement, je les douane avant. Point de vue commercial, on pense que c'est la même chose. Mais en fait, on est voie A ou voie B. C'est ça. Et moi, je conseillerais d'avoir un truc uniforme. Et en plus, vous avez le système des valeurs. En plus, vous devez jouer. En plus, il faut faire attention au seuil de 150 €. Donc, c'est pour ça que l'IOS, je suis un peu plus perplexe. Si j'ai mon propre web store, je suis d'accord avec vous, jusqu'à 150 €. Et via l'interface, finalement, c'est confortable. Puisque c'est l'interface qui s'occupe de tout. En dehors de ce cadre-là assez strict, là, attention de bien savoir où on met les pieds et de ne pas se tromper. Ok, merci. Je regarde quand même le. Donc, si je suis un opérateur belge et que je suis dans le commerce électronique, et donc je peux imaginer toutes sortes d'hypothèses, ben, d'abord, toutes mes ventes à distance communautaire, je vais les déclarer dans le HOS, ainsi qu'éventuellement, si j'ai des prestations électroniques, parce que pour imaginer qu'il y a des commerces à la fois de biens tangibles corporels et de services électroniques, des softwares, etc. Dans ce cas-là, je pourrais payer la TVA dans le HOS, donc une seule déclaration TVA pour les pays dans lesquels mes clients sont situés. Je pourrais également, en plus, déclarer toutes mes ventes à distance de biens importés, donc dans un dropshipping, dans le e-HOS, une seule déclaration TVA en Belgique également, donc mensuelle dans ce cas-ci, trimestrielle dans l'autre, pour autant que je ne dépasse pas 150 €. Et dans ces deux cas de figure-là, et j'aurai aussi la déclaration normale, évidemment, dans ces deux cas de figure-là, eh bien, je ne serai pas tenu de devoir m'identifier à la TVA dans le pays du client. En tout cas, en raison de ces opérations-là, je dis bien. Si j'ai d'autres opérations, là, éventuellement, on va y venir. Et donc, c'est ça le chambardement, si je puis me permettre. Hein, c'est que ces deux occurrences-là qui couvrent quand même, je pense, 80-85% des hypothèses, ou même plus, eh bien, je n'aurai plus besoin, comme aujourd'hui, d'un numéro de TVA dans le pays de mon ou de mes clients. Par contre, ça c'est très important parce que c'est parfois le piège, c'est que les mouvements de stock, quand je place un stock dans un pays, que je décide de le bouger de pays, moi, en tant que propriétaire, ou éventuellement le logisticien qui change d'un pays vers un autre, et bien dans ce cas-là, il faut savoir que le mouvement physique de biens qui m'appartient de Belgique vers un autre pays de l'Union européenne, ou inversement, est assimilé à des opérations intercommunautaires. Est assimilé à quoi? À une livraison intercommunautaire exemptée de TVA dans le pays de départ et une acquisition intercommunautaire taxée dans le pays d'arrivée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois, dans ce cas-là, m'identifier à la TVA dans le pays où mes biens sont envoyés. Donc, si j'importe des biens, par exemple, de Chine en Belgique en Anvers, je les mets dans un stock-là à partir duquel je vends. Et puis, j'estime que oui, mais j'ai quand même une grosse clientèle en Allemagne,
ce serait quand même mieux au niveau logistique si j'avais une partie de mon stock qui était déplacée et régulièrement alimentée en Allemagne. Dans ce cas-là, vous allez avoir besoin d'un numéro de TVA en Allemagne pour déclarer l'arrivée du stock en Allemagne. Il n'empêche pas de pouvoir utiliser le HOS, bien entendu, mais vous ne pourrez pas mentionner cette opération-là dans le HOS, et surtout, vous aurez besoin quand même d'un numéro de TVA en Allemagne. Non pas pour y déclarer les ventes aux clients en allemand, mais pour y déclarer la valeur du stock qui provient d'un stock belge vers un stock allemand. Donc ça, c'est assez important. Pourquoi? Parce que d'expérience, je sais que les interfaces électroniques que sont Amazon et Express, en tout cas, je sais Amazon fonctionne dans l'Union européenne avec 7 stocks, 7 localisations, dont, si mes souvenirs sont bons, il y a essentiellement Allemagne, France, République tchèque, Pologne et j'en oublie. Mais attention, si vous confiez votre stock à Amazon et que celui-ci le bouge de France vers l'Allemagne, puis de l'Allemagne vers la République tchèque, vous êtes censé suivre ces biens-là. Et vous êtes censé donc vous identifier à la TVA à chaque fois qu'une partie de votre stock est bougée d'un pays de l'Union vers un autre. Et encore une fois, n'oubliez pas que l'administration fiscale, lorsqu'elle demandera à Amazon le registre des ventes effectuées par vous, je l'ai vu, dans le registre Amazon, il est mis que lorsque le stock a bougé, il y a des colonnes, stock d'arrivée, stock de départ. Chaque fois qu'il y a un bouge, il y a un code pays qui s'affiche dans leur registre. Donc, une administration va pouvoir très bien voir que vous aviez un stock initialement en Belgique, qui est allé en Allemagne, qui est allé en République tchèque. Et donc, si l'administration tchèque ou l'administration allemande tombe dessus, elle dit, mais attendez, vous avez bougé du stock, là, je vais regarder, est-ce que cette personne-là est identifiée à la TVA en Allemagne ou en République tchèque, l'administration tchèque. Et ils vont pouvoir constater éventuellement qu'on n'est pas. Donc, attention, ça, c'est un effet, je ne dirais pas pervers du HOS, parce que c'est un effet qui existe déjà aujourd'hui, mais c'est quelque chose que le HOS ne résout pas, en tout cas ne traite pas. Donc, dans ce cas-là, vous allez toujours avoir besoin d'un numéro de TVA. Donc, ceux qui ont déjà un numéro de TVA aujourd'hui, qui s'apprêtent à le radier, attention, ne perdez pas ça de vue, que peut-être vous devriez conserver ce ou ces numéros de TVA pour justement suivre ces mouvements de stock de biens qui vous appartiennent. Et je répète, ce qui ne nous empêche pas de pouvoir opter pour le HOS ou éventuellement le IOS. Hein, c'est deux choses. Enfin, l'IOS non, parce que l'IOS, en principe, le stock, il provient directement d'un pays non européen. Donc ça ne peut concerner a priori que le HOS. Parce que si dans un IOS, cette situation-là n'a pas de sens. Puisque le IOS, il n'y a pas de dédouanement effectué par J'ai une question. Oui. J'ai une question d'un dernier commerçant de petite taille. Quand les gens font de l'e-commerce et qu'ils ont le stock dans leur maison, comment est-ce qu'on prouve que le stock est bien physiquement à un endroit? Voilà, si c'est pas un entrepôt qui a pignon sur rue. Déjà, il faut tenir un inventaire. Déjà, tenir un inventaire, c'est déjà un élément. Alors, le stock, comment il est arrivé? S'il est arrivé, en principe, il est arrivé par un transporteur. Vous aurez un document du transporteur à bord de vos livraisons qui explique que le 12 juin 2021, j'ai amené 2 palettes de microphones, de puces électroniques, je n'en sais rien. Donc, il faut garder ces documents-là. Parce que là, sur le document, il faut savoir qu'à bord de vos livraisons ou un CMR, un document de transport, doit toujours mentionner le lieu de départ, le lieu d'arrivée, avec une adresse. Et donc, ce document-là peut faire foi, bien entendu, du fait que les biens sont physiquement en Belgique. Et vous avez un inventaire aussi au niveau comptable, vous avez un inventaire que, voilà, dans mon garage, ou peu importe, une adresse déterminée, j'ai une série de biens que j'identifie. Tout à fait. Donc, on peut effectivement travailler sur base de l'inventaire qu'on établit soi-même. Et si on a fait appel à un transporteur pour l'acheminement, garder ce document, ce bordereau de livraison, ce CMR qui a été établi par le transporteur. Ok. Et donc ici, j'ai une question, encore une question, mais c'est un cas particulier. Donc, bon, je suis belge, ma société est au Royaume-Uni. Mon stock est placé en France. Oui. Est-ce que je dois, dans ce cas-là, pour mon commerce intracommunautaire, hein, à partir de mon stock français de mon entreprise au Royaume-Uni, est-ce que je dois m'identifier en B2C? Est-ce que je dois m'identifier dans tous les pays de l'Union européenne où je vends?
Alors, bonne question. Alors, déjà, si c'est une société au Royaume-Uni, si c'est vendu par interface électronique, je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais dans ce cas-là, la présomption joue. Donc, je fais des ventes intracommunautaires via Amazon, etc., et que je suis moi un opérateur, dans l'exemple de monsieur Royaume-Uni, Ouais. il vend à la plateforme. C'est tout. Donc, on est en B2B, tout simplement. Ah, d'accord. Donc lui, il est en B2B vis-à-vis de la plateforme. Le fait qu'il ait un stock en France, Non, alors ce qui va se passer, en fait, c'est que lui qui va vendre à la plateforme, alors si la plateforme, en principe, il ne devra pas s'identifier à la TVA France, sauf si la plateforme elle-même à qui vend n'a pas de numéro de TVA français. Et ça, c'est un cas tout à fait spécifique. Dans ce cas-là, si c'est ça, donc la plateforme à qui il doit facturer n'a pas de numéro de TVA d'identification à la TVA française, ce qui est peu probable, mais ça pourrait s'imaginer. Alors, dans ce cas-là, il devra s'identifier et facturer avec TVA française sur la plateforme. Cela dit, si il a son propre web store, donc si ce monsieur a un stock en France, mais que ce n'est pas vendu via Amazon ou AliExpress pour ça, dans ce cas-là, c'est bien une vente à distance communautaire, il n'y a pas de présomption qui joue, et donc il pourra opter pour le OS, mais attention qu'il devra opter pour le OS parce qu'il n'est pas établi dans l'Union européenne, dans le pays de départ des biens. Donc, ça veut dire qu'il devra opter pour le OS en France puisque son stock est en France. donc il a sa plateforme UK qui vend dans l'Union européenne avec un stock en France. La boîte UK au Royaume-Uni doit faire une déclaration OS en France pour toutes les ventes intracommunautaires à des particuliers. Il pourra, c'est une faculté, il pourra opter pour le OS, mais il devra opter en France. Pourquoi la France? Parce que c'est le pays de départ de ces marchandises. Il ne peut pas choisir. Alors, si je suis un non-européen, je dois m'identifier pour le OS dans le pays à partir duquel mon stock est situé. C'est logique. Hein, ceci. Et si j'ai plusieurs stocks dans plusieurs pays, alors je peux choisir. Mais ce qui est important aussi pour revenir à ce cas-là, c'est que si elle passe par l'interface, là, présomption joue, donc il ne peut pas avoir de contact direct avec ses clients. Donc ça, si vous permettez, je vais faire un sacré bond en arrière. C'est, voilà, ceci. Donc, lorsqu'une personne vient de l'histoire pénale lorsque le border n'est pas établi dans l'Union européenne. Dans le cas de l'exemple de monsieur, c'est le Royaume-Uni. Donc, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, comme tout le monde le sait depuis le 1er janvier 2021, suite à l'effet, au plein effet du Brexit. Et donc, les Anglais ne sont plus logés à la même enseigne que les Européens depuis. Donc, dans ce cas-là, voilà. Il devra facturer à Amazon, à AliExpress, etc. Et s'il a les deux, à la fois son web store et Amazon, ben là, il pourra opter pour le host. Pour ce qui concerne les biens vendus par son web store, pour le host, mais en France, puisque son stock est, dans l'hypothèse, en tout cas suggérée, situé en France. Ok. Ça va? Alors, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, j'étais là, je pense. Oui. Oui, ça j'ai évoqué, les stocks. Alors oui, j'arrive plus ou moins à la fin. En fait. Donc, j'expliquais donc tous les vendeurs qui ont pour le OS ou le IOS et ou le IOS vont devoir détenir un registre de toutes leurs ventes à distance intracommunautaire et distance importée. Les interfaces électroniques aussi, j'insiste parce que ça pourrait se présenter aussi, pour ceux qui ont leur propre web store et qui proposaient à des tiers de vente via leur propre web store, eux-mêmes sont une interface électronique. Parce que finalement, j'ai évoqué Amazon, AliExpress comme étant les parangons, mais je pourrais très bien avoir un web store et de proposer à des plus petits opérateurs de passer par mon web store pour vendre leurs propres biens. Je deviens vis-à-vis d'eux une interface électronique et ils devront donc me facturer dans les deux hypothèses qu'on a vues tout à l'heure. Et donc, c'est une obligation en plus. Ceux qui ont pour le OS et le IOS, ils devront tenir un registre des ventes à distance de biens importés ou intracommunautaires. Mais si je suis à l'interface, je dois en plus tenir un registre pour tous ceux qui vendent à travers moi leurs biens. Donc, si des fois, on avait certains opérateurs qui proposent que leur web store serve pour d'autres biens, ben, ils pourraient tenir une obligation complémentaire due au fait de jouer le rôle de l'interface électronique. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on doit tenir ça pendant 10 ans. Alors, le contenu, ça, il faut encore attendre l'arrêté royal pour le contenu exact. Mais je vous dis, il n'y aura pas de surprise, sans doute uniquement des informations. Ce sera sans doute globalement la même chose qu'un journal de vente et sans doute moins. Ce qu'on peut retenir de ce système, c'est que, certes, il a une certaine complexité, en tout cas dans sa compréhension, mais j'espère qu'en pratique, ça va quand même simplifier la tâche des opérateurs. Et je le pense. En tout cas, le OS, moi, j'y crois. Le IOS, j'y crois moins. Je le trouve trop compliqué.
pour l'opérateur lambda. D'ailleurs, les raisons pour lesquelles certains pays voulaient retarder, notamment l'Allemagne, c'était à cause du DIOS. Et même les opérateurs comme La Poste, DHL, etc., ont peur de ne pas maîtriser. Donc, et c'est surtout le DIOS qui suscite des craintes, et je pense à raison. Par contre, évidemment, ça va permettre d'augmenter les recettes fiscales TVA, de placer les opérateurs commerciaux, les opérateurs en ligne avec les opérateurs hors ligne sur un pied d'égalité lorsqu'ils vendent les mêmes biens aux mêmes clients. Et tous ces registres, bien entendu, vont même aider les administrations à surveiller que la TVA est bien payée dans les États. Ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que compter comme avant sur le fait qu'on passait entre les mailles du filet, ça c'est fini. Ce qui escomptait, parfois par négligence ou par méconnaissance, je pense que cette période-là est révolue. Donc, faire l'autruche, je ne pense pas que ce soit ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que, comme toujours, vous indiquez d'emblée, lorsqu'on se trompe en matière TVA, vous avez tout de suite des amendes, 10-20% en Belgique, et 0,8% d'intérêt moratoire par mois. N'oubliez pas qu'en TVA, les intérêts moratoires, c'est 0,8% par mois, c'est plus qu'un impôt sur les revenus. Donc 0,8% par mois, c'est pas nécessaire, ça fait 9,6 par an. C'est assez rentable comme placement pour les gens qui travaillent dans les entreprises. Donc, retenez que quand même, ça coûterait peut-être moins cher de tenter de se conformer aux règles et d'appliquer ce régime-là plutôt que de compter sur pas vu, pas pris. Ça, je n'y crois plus aujourd'hui. Okay. Pour nous résumer, donc, je ne sais pas si j'arrive dans le temps, oui, pour nous résumer, donc, le résumé du résumé du résumé. Donc, si en tant qu'e-commerçant belge, vous pourriez tenir 3 déclarations. Votre déclaration TVA normale que vous déposez déjà aujourd'hui, votre déclaration OS trimestrielle, votre déclaration IOS mensuelle, et éventuellement, ça c'est les déclarations dans les autres pays de l'Union européenne en raison du mouvement des stocks, voire éventuellement des stocks que vous importez là-bas. Je peux très bien être belge, l'exemple de monsieur, où j'ai du stock en France, donc je peux très bien l'importer en France. Et puis, et donc dans ce cas-là, je dois l'Union européenne aussi pour importer les biens, pas uniquement en raison des mouvements des stocks. Donc je pense que ce faisant, voilà, ça c'est le schéma global qui résume tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure à toutes différentes hypothèses. Voilà, c'est vraiment le résumé du résumé, c'est le concentré. Mais voilà, je pense que c'est sans doute plus facile de repasser les slides plutôt que d'essayer d'imaginer. Une fois qu'on a compris tous les slides, après inventer ce schéma-là, je pense que ça peut être utile. Sinon, c'est un peu complexe à suivre si on commence par ça. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Une question qui peut être il y a une petite question qui peut être une question de synthèse pour rappeler un peu les seuils. Ben voilà, une plateforme d'e-commerce propre belge qui vend un produit à 1000 € à un client allemand et donc c'est un produit qui part directement de Chine et qui va directement au client particulier en Allemagne et donc on est sur 1000 €. Donc comment on fait dans ce cas-là? Alors, dans ce cas-là, je ne peux pas opter pour le. Là, c'est les règles normales. C'est les règles normales, donc on ne peut pas opter pour l'iOS. Et donc, il faut faire. Pardon? Deux possibilités. Soit, donc je m'identifie. Donc, si je m'identifie dans le pays où j'importe et je facture la TVA allemande et selon le régime normal, déclaration TVA normale allemande. Ou bien alors, je peux combiner le OS avec l'importation. Donc, et d'ailleurs, ça aura un sens si monsieur vend un client allemand, mais il ne vend pas qu'un client allemand, il vend aussi italien, etc. Dans ce cas-là, il a intérêt à importer dans un seul pays, avoir le stock là, et puis à partir de ce pays, de distribuer en toute l'Union européenne. S'il veut à chaque fois envoyer directement de Chine, pour le client allemand, j'importe en Allemagne, il va devoir s'identifier dans tous les pays. On parle de bien de 1000 €. On parle de plus de 150 €. Et donc, dans ce cas-là, pour la vente en direct à des particuliers, ça impose l'immatriculation directe dans tous les pays. Il n'y a aucune simplification liée au nouveau régime. C'est comme aujourd'hui. C'est pour ça que ces cas de figure-là, qui effectivement quelques-uns, moi, ce que je conseille, c'est au niveau logistique, essayer de rationaliser, c'est-à-dire de choisir un pays à partir duquel vous allez importer et de fournir, si je puis dire, tous les clients européens à partir de ce stock-là. Parce que dans ce cas-là, vous aurez besoin d'un numéro de TVA uniquement dans le pays où c'est importé, et puis on fait usage du OS dans la foulée. Mais voilà,
encore une fois, je ne suis pas à la place de l'opérateur, mais quand c'est effectivement des billets qui prennent directement, qui mettent 1000 euros, enfin au-dessus de 150 euros, là, en fait, les règles qu'on connaît aujourd'hui demeurent. Donc, c'est excessivement lourd. Numéro de TVA partout, chaque fois. Ou alors, moi, ce que je propose, c'est de rationaliser, d'avoir un seul point d'entrée à l'Union européenne, et puis alors, je sais bien qu'en niveau logistique, il faut réorganiser tout ça, mais c'est un calcul à faire entre le coût logistique et de l'un et de l'autre, ou administratif de l'une et de l'autre. Il y a encore la possibilité éventuellement de demander le prélèvement de la TVA et du droit de douane par le transporteur directement au client particulier. Jusque 150 euros, ça aussi, malheureusement. Jusqu'à 150 euros. OK. Donc, cette possibilité pour les 1000 euros est impossible d'aller demander à DHL de prélever la TVA et les droits de douane dès qu'on passe les 150 euros. On n'a pas cette possibilité. Tout à fait. Enfin, qui ferait, de toute façon, le client n'est déjà pas heureux de devoir payer des droits de douane et de la TVA sur un bien de moins de 150 euros. Fatalement, si on lui amenait une addition sur un bien d'un prix plus élevé, il y a de grandes chances qu'il le refuserait encore plus facilement. Voilà. Donc, si je reprends mon schéma, on est en fait ici, valeur de l'envoi supérieure à 150 euros. Enfin, ici, c'est plus petit, non, on est ici. Identification de TVA. Pourquoi j'ai mis là, on va payer l'importation, puisque là, pour moi, le plus simple dans ce cas-là, c'est de combiner un point d'entrée plus le hausse. Okay. On est dans le cas de figure là que monsieur. Sinon, c'est un régime normal, tout simplement. Donc, je m'identifie chaque fois dans le pays où j'ai apporté et où je vends. C'est le problème du dropshipping, en fait. Qui est coûteux au niveau administratif. Et ça, ils n'ont pas voulu simplifier pour ces cas de figure. J'imagine qu'on n'entend pas non plus favoriser le dropshipping. Mais... Ouais, puis c'est les biens, ils estiment que voilà, c'est 1000 euros, donc on peut enfin, excusez-moi, mais ils estiment que pour eux, 150 euros, c'est grosso modo, je dis, c'est 85% de ce qu'ils estiment être le flux le plus important en marchandise. À tort ou à raison, hein, les statistiques ont peut-être évolué, mais un bien de 1000 euros. Oui, mais attention que ceci, on est bien en B2C. Hein. Si je suis parce que pour un bien de 1000 euros, si on est en B2B, c'est des règles normales aussi. Et dans ce cas-là, il n'y a pas nécessairement une identification dans le pays. Parce qu'on est en B2C ici, hein, l'évocation de monsieur, pour un bien de 1000 euros, j'ai toujours considéré que c'était un client particulier, un B2C, pas les professionnels. Hein. Attention, parce que sinon, là, on est encore dans un autre régime. Tout notre séminaire ici était sur le B2C à partir du 1er juillet. Et donc, je vous remercie Philippe pour cette présentation de cette nouvelle matière qui effectivement, à mon avis, on en parlera encore beaucoup dans les mois qui viennent, compte tenu de cette grosse nouveauté avec cette déclaration intracommunautaire nécessaire et puis ces importations qui peuvent être déclarées d'une certaine forme, d'une certaine façon au travers d'un iOS, mais qui paraît quand même assez compliqué à mettre en œuvre dans la pratique. Donc on verra comment tout ça va se dérouler. Je vois que vous avez laissé votre email, donc j'imagine que les entreprises peuvent éventuellement vous poser quelques questions à la suite de ce webinaire pour des questions ponctuelles. On a rédigé un guide de la TVA avec votre bureau, dans laquelle maintenant on est en train de mettre tout un addendum sur la partie OS et iOS. Donc ça s'y trouvera prochainement sur notre site aussi. Et ce webinaire est enregistré, donc vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de 1819.Brussels. Voilà, grand merci. On va libérer l'antenne parce qu'il va y avoir un séminaire plus tard. Grand merci Philippe. Grand merci à vous tous pour votre présence et bonne journée. Merci, au revoir.